Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la responsabilité des parents, de nos parents dans l'échec scolaire de nos petits frères et petites sœurs. Je pense que c'est une réalité qu'il faut reconnaître et cesser d'être dans le déni ou de faire semblant de ne pas voir que euh, la communauté nègre est la plus touchée par l'échec scolaire. Et à cela, il y a plusieurs explications. Il est important pour nous justement d'en prendre conscience et d'essayer de tout faire justement pour modifier cet état de fait. Ce n'est pas possible lorsque on souhaite bien évidemment s'élever dans la société, d'être aussi mal instruit et surtout d'être aussi massivement mal instruit. Je pense qu'on ne réussit jamais seul. La communauté euh, est le socle sur lequel on s'appuie donc pour pouvoir donc s'élever. Et sans des jeunes bien instruits, bien formés, compétents, je pense que nous ne changerons pas la donne. Nous ne changerons jamais la donne. Et le regard qui sera toujours posé sur nous sera toujours ce regard paternaliste, ce regard donc méprisant. Et il sera mérité, parce que c'est la réalité, il sera mérité. Et il faut en avoir conscience et il faut bien évidemment se concentrer sur des sujets prégnants, l'éducation et donc la réussite scolaire, si l'on veut essayer de changer un tout petit peu notre situation dans ce pays, et même lorsque nous retournons, en tout cas pour ceux qui veulent retourner, en Afrique. Ce n'est plus possible, on est massivement touché donc, par ce fléau. Et lorsque les gens vous disent je ne veux pas mettre mes enfants dans telle école, en réalité ils parlent de vous en fait. Voilà. Ils parlent de vous, ils parlent de vos enfants, ils parlent de vos frères, de vos cousins, de vos tantes, c'est de vous qui parlent. Ils ne parlent pas d'eux. Voilà. Et tout le monde sait de qui on parle. C'est de nous dont on parle. Et il est important qu'on en prenne conscience et qu'on se les dise aussi les vérités. C'est très important. La semaine dernière, nous avons parlé bien évidemment de la responsabilité des profs, qui, ma foi, est assez manifeste, hein, je vous l'ai dit, hein, profs jeunes, incompétents, on les recrute à 4 sur 20, et puis démotivés. Donc on vous prend des gens, d'abord on vous prend des gens qui n'ont aucune expérience, en double de cela, on vous prend des gens qui ont été sélectionnés, enfin sélectionnés, hein, on vous prend ce qu'on a trouvé, et enfin on vous prend ceux qui ne souhaitent surtout pas venir là. Donc avec un tel cocktail, vous imaginez bien que les résultats sont, c'est couru d'avance. C'est couru d'avance et les résultats sont ce qu'on obtient aujourd'hui, un échec scolaire massif. Et il faut en prendre conscience. Par rapport à cela, il y a M. Payan, ministre de l'Éducation, si mes souvenirs sont exacts, mais il y a un ministre de l'Éducation, qui a proposé cette semaine d'augmenter la prime pour ces profs qui allaient au fond, pour les profs de ZEP à 100 euros. 100 euros ou 200 euros, je crois. Bon, j'ai un peu de mal avec ces idées politiques, donc 100 euros de plus pour attirer les meilleurs profs de France. Je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est du foutage de gueule. Je ne sais plus qui fait réfléchir ces gens. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils réfléchissent. Je n'arrive plus jamais à comprendre la, la manière dont réfléchissent ces gens. Se dire je vais rajouter 100 euros à la fiche de paye de Guillaume tel et que Guillaume tel, ce pré-chevalier, donc va décider comme ça de venir en banlieue pour essayer de se battre contre l'échec scolaire massif. Non, faut pas rêver. Faut pas rêver. 100 euros c'est rien, c'est du pipi de chat. Ça ne vaut rien et personne, ça ne changera rien. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, vous êtes sur la même situation. Une fois de plus, les politiques ont montré leurs limites. Je pense qu'il faut être tout simplement clair. J'ai ma petite idée là-dessus. C'est très simple. Un, payer réellement et correctement ceux qui vont au fond. Donc un vrai salaire fois 2. Je pense que c'est le minimum. Une vraie incitation pour pousser les meilleurs, et j'ai dit bien pour pousser les meilleurs, ou en tout cas pour éviter de se coltiner tous ceux qui ont 4 sur 20, voilà, il faut multiplier le salaire par 2. Ensuite, il faut concentrer son énergie, il faut concentrer cet apport financier, cette énergie sur les matières fondamentales.
Ça ne sert à rien de rajouter 100 euros, 200 euros sur la fiche de paye du prof de PS, quoi. On n'a pas besoin de prof de PS ou d'éducation civique, ça sert à rien. Par contre, multiplier par deux le salaire des profs de français et des profs de mathématiques qui viendront en banlieue ou en ZEP, parce qu'il n'y a pas que la banlieue, bien évidemment, en ZEP, zone d'éducation prioritaire, pour donner des cours donc, à des enfants en grosse difficulté. Oui, ça c'est incitatif. Et ça permettra de faire la différence et de pousser les meilleurs justement à s'intéresser donc à ces jeunes et à se dire moi aussi je peux aller au front et je vais surtout aller au front pour pouvoir montrer que je suis bon. Et on va me donner les moyens d'y arriver. Après, 100 euros. Bref. Le sujet d'aujourd'hui, comme je vous le disais, donc c'est la responsabilité de nos parents donc, dans l'échec scolaire. Et c'est assez massif et il faut bien justement en prendre conscience. Euh, il y a 4 grosses raisons à cela. Et je vais essayer de les énumérer. C'est pas tout, hein. Il y en a plein d'autres, mais je propose ces 4 raisons qui, moi, me paraissent assez intéressantes justement pour pouvoir donc expliquer pourquoi cette irresponsabilité viscérale quoi, dans notre communauté. Je pense que la première, c'est d'abord la culture de l'excuse. J'entends partout, surtout les médias, la première des choses qu'on dit, ce sont des enfants qui vivent dans des familles d'immigrés. Sous-entendu, dans les familles d'immigrés, en fait, ce sont des analphabètes, puisque vous le savez très bien, lorsque vous êtes noir ou que vous êtes, je ne sais pas, arabe en France, normalement, vous êtes analphabète. C'est la suite logique. Donc, quand on dit immigré, c'est analphabète. C'est un peu comme quand on dit sans-papier. Lorsqu'on dit sans-papier, c'est sans papier, sans cerveau, sans passé, sans diplôme, sans rien. Vous êtes sans. Donc c'est la même chose. Donc on dit que ce sont des familles immigrées. Concrètement, ça veut dire ce sont des gens qui ne parlent pas bien le français, qui ne sont pas très bien éduqués, qui sont analphabètes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans notre communauté, soyons clairs. Je dis juste que c'est quand même du n'importe quoi. Et nous aussi, nous avons eu la tendance à toujours nous adosser sur ce truc à la con, à savoir, non, ce sont des analphabètes. Je suis désolé, je suis Camerounais, et non. Les Camerounais qui viennent en Occident, les Camerounais qui voyagent, qui viennent en Europe, ne sont pas des analphabètes. Et la plupart des Africains qui viennent en Europe ne sont pas des analphabètes, tout simplement parce que ce sont des familles, ce sont des enfants, ou des enfants, ou des parents, ou des hommes, tout ça, quoi, issus en fait des classes moyennes africaines. Donc, venir ici nous vendre en fait tous les enfants qui viennent de l'immigration comme étant issus de parents analphabètes, c'est faux. Ça a pu marcher dans les anciennes générations, mais actuellement c'est totalement faux. La plupart des familles, il faut d'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'on arrive à se réfléchir comme cela, puisque payer un billet d'avion pour venir en France, ça coûte quand même une sacrée somme d'argent. Ce sont les classes moyennes et les classes aisées, tout simplement, africaines, qui peuplent l'Occident. Ceux qui sont les plus, on dirait, les plus analphabètes, ceux qui ne maîtrisent pas réellement l'école, c'est peut-être, je pense, ceux qui sont venus en Europe, en fait, grâce à une immigration, en fait, illégale, les boat people. Mais l'essentiel, la grande majorité des gens que je côtoie, maîtrisent très bien les codes du français. La plupart des familles africaines que je connais parlent très bien français. Mais une fois qu'on est devant le blanc et qu'il vous sort, oui, cette famille immigrée, on se met à faire son mamadou et on essaye justement de se mouler un tout petit peu dans cette représentation qui nous a été très bien concoctée. Et on a l'impression comme ça de passer entre les gouttes. Non, il faut remettre les choses, l'église voilà, au milieu de la place du village. La plupart, la grande majorité des familles africaines qui sont en Europe, en tout cas qui sont en France, et en banlieue notamment, sont issues des classes moyennes africaines. Ça veut dire notamment qu'elles parlent bien français. Peut-être qu'elles n'écrivent pas bien, elles font des fautes, mais en tout cas, elles maîtrisent très bien, enfin, elles ne maîtrisent pas le français, mais elles parlent français à peu près correctement. C'est une réalité aujourd'hui. Donc, cessons de vendre cette image de l'immigré analphabète. C'est faux. C'est absolument faux qu'il faut arrêter. La deuxième chose, c'est de parler du travail harassant. Oh oui, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants et tout.
Je tiens juste à vous faire remarquer une chose, c'est que il y a d'autres communautés à côté qui travaillent autant, voire davantage que les nôtres. Je pense notamment à la communauté chinoise ou à la communauté pakistanaise ou indienne. En plus, eux, on ne peut pas dire qu'ils parlent français à la base. Donc le côté immigré analphabète, comment ça se fait que leurs enfants, alors qu'eux ne parlent même pas parfois français réellement, comment se fait-il que leurs enfants sont beaucoup performent davantage que les nôtres, si ce n'est le fait tout simplement de notre propre irresponsabilité. Voilà. Donc l'analphabétisme n'excuse pas tout. L'analphabétisme, c'est pas congénital, c'est pas contagieux, ça ne se justifie pas. C'est pas parce que vous êtes analphabète, quand bien même tous ces immigrés africains seraient analphabètes, c'est pas parce que vous êtes analphabète que votre enfant est condamné, bien évidemment, à être analphabète. Non. Vous avez la possibilité, même en étant analphabète, de dire à votre enfant de travailler, de faire ses devoirs le soir, d'être sur le dos de votre enfant. C'est la moindre des choses. Vous avez cette responsabilité. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 90 000 pour être sur le dos de ses enfants. Tout le monde le sait. Tous les enfants qui réussissent à l'école vous le diront toujours. Il y a toujours eu un ou deux parents derrière pour les motiver. Ça marche toujours de la sorte. Et il y a beaucoup d'exemples de familles dont les parents étaient analphabètes, mais réellement analphabètes, qui ont immigré en France ou ailleurs, aux États-Unis, qui ne parlaient pas un traître mot d'anglais ou de français, mais dont les enfants sont devenus des médecins, des pédiatres, des gens très importants dans la société américaine. Il y en a plein. Donc l'analphabétisme ou l'illettrisme, ça ne veut strictement rien dire. Et nous avons ce culte, en fait, de l'excuse. On s'arrange toujours à, à accepter, à justifier un tout petit peu notre laxisme, notre irresponsabilité, en laissant un peu véhiculer cette image, en fait, du nègre, en fait, qui ne saurait pas parler français. C'est faux. Moi, je suis Camerounais. Au Cameroun, tout le monde parle français. Même dans les villages les plus reculés, il y a même des gens qui parlent encore allemand. Il faut cesser de... Et puis j'aime pas toujours cette image dégueulasse qui est toujours donnée de l'immigré qui serait, voilà, sans culture, sans rien, stupide et bête et méchant, quoi. Non, il faut arrêter. On a la culture et, vérité, vous pouvez le constater, la plupart des familles africaines qui viennent en Europe, tout simplement pour une question simplement de moyens financiers, ce sont des familles aisées, ou de classe moyenne privilégiée. Moi, j'ai toujours mangé 3 fois par jour chez moi. Chez moi, j'ai toujours très bien appris le français, et l'anglais et tous les autres. Donc, il faut arrêter de nous vendre l'analphabétisme. C'est faux. C'est de l'excuse et c'est ça qui nous tue. À côté de cette mentalité, il y a aussi ce côté misérabiliste que nous avons et qui, moi, m'insupporte et m'indispose. Je le dis comme je le pense aussi une fois de plus. Ce côté, regardez comme nous souffrons, on a tellement de choses, s'il vous plaît, des cacahuètes, des arachides, s'il vous plaît. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas on peut pas performer dans la vie si on est toujours la tête baissée, si on est toujours en train de mendier. La mendicité n'a jamais développé aucun pays. Et ça, même dans un plan totalement général. En Afrique, ils déversent des tonnes et des tonnes, en fait. Ils déversent. Le FMI vous dit, on vous donne des aides, de ceci, de cela. Si vous avez vu un seul, citez-moi un seul pays en Afrique qui s'est développé grâce aux aides. Citez-moi un seul pays qui s'est développé grâce à la soumission, grâce à la lâcheté, grâce à la mendicité. Il n'y en a aucun. Personne ne se développe en étant mendiant. Personne ne se développe en jouant sur la pitié des autres. Et ça, on a une trop forte proportion à le faire. Je le vois toujours, ce côté, oui, expliquez-moi, avec la tête inclinée sur le côté pour essayer d'amadouer. Et puis on parle gentiment, s'il vous plaît. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on sorte de cette mentalité misérabiliste qui nous condamne et qui condamne, bien évidemment, nos enfants. Parce que nos enfants copieront sur nous. Et si en face de vos propres enfants, vos enfants vous voient devant un jeune professeur en train de, quasiment comme un gamin, combien de fois j'ai vu des familles, je dis des mères de famille avec devant des gosses, enfin des jeunes professeurs comme nous en voit, et il faut voir la dame, on dirait qu'elle a Dieu en face d'elle. Non, non, faites-vous respecter, vous êtes parents. Il faut se redresser, c'est sans tout. Et cette mentalité, si votre gosse vous voit droit dans vos bottes, hein, il aura l'impression, justement, il sentira que voilà, vous valez quelque chose, que vous êtes quelqu'un de courageux. On se voit dans les yeux de ses parents. Hein.
Et si vos parents sont des gens qui baissent la tête, qui courbent, je ne sais pas, la tête le matin, le soir, qui acceptent tout et n'importe quoi, sous prétexte de ne pas choquer, non, non. Donc il y a aussi cette mentalité misérabiliste qui est la nôtre. À cela, je vais rajouter ce culte du moins cher. Ça fait partie de ce misérabilisme que nous avons. Combien de fois j'ai vu des gens, oui, non, non, oui, oui, mais ça coûte cher, vous savez, oui, je vais voir avec des associations, sont sérieux. Vous avez déjà entendu qu'une seule association, qui avez-vous déjà vu un jour à la télévision ou n'importe où, vous dire c'est grâce à l'association Intel que je suis aujourd'hui, je ne sais pas, à Polytechnique ou à Harvard, qui? Ça n'existe nulle part. Personne n'a jamais réussi en France grâce à une association. Il faut, d'ailleurs tout le monde le sait, ces mères d'ailleurs qui vous proposent ces belles associations, demandez-leur de mettre leurs propres enfants dans ces associations. Il faut arrêter les blagues. Tout le monde sait que c'est de la merde. Ça ne vaut rien. C'est pas, je ne veux pas cracher sur les... Je veux dire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour faire quelque chose. C'est du vent, mais ça ne vaut strictement rien. Tout le monde le sait que les associations ne valent strictement rien. Et quand je vois le nombre de familles qui disent oui, mais je vais essayer de le mettre dans une association, personne ne met ses enfants dans les associations de soutien scolaire parce que tout le monde le sait que c'est une halte garderie. Tout le monde le sait. D'ailleurs, la plupart des gens évitent de mettre leurs enfants là-dedans. Donc je suis toujours effaré parce que là-dedans, là, bon, on est rempli, il y a plein de noirs dans ces associations. Toutes les choses gratuites, dites-vous bien une chose dans la vie, tout ce qui est gratuit, c'est de la merde. Ça, c'est du bon sens. Tout ce qui est gratuit, c'est de la merde. Ça ne vaut rien. Si ça valait quelque chose, vous paierez. Tout ce qui est gratuit, c'est de la merde. Donc à chaque fois qu'on vous dit il y a telle association qui fait ci, c'est du n'importe quoi. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. On prendra le temps de faire une autre vidéo sur le problème des associations. Et c'est un problème très pertinent parce que la plupart des gens pensent que les associations font tellement pour la banlieue. En réalité, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est un pansement sur une jambe de bois. Ça ne vaut rien, ça n'apporte rien. Et je mets quiconque au défi de me donner de me prouver tout simplement l'efficacité de ce système associatif qui a été monté en banlieue depuis, je ne sais pas, 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on vous file des associations qui ne vous servent strictement à rien et qui, au contraire, vous enfoncent. Qui, au contraire, vous enfoncent. Donc, le système associatif de la pleurnicherie organisée, ça ne sert strictement à rien. Et sur le culte du moins cher, je pense notamment à cette dame que j'étais allé voir pour les cours de soutien scolaire à Noisy-le-Sec, et qui, on était assis sur un canapé, je sais pas, à 2000, 3000 euros, un truc mais magnifique, un écran plat, mais absolument, un salon, mais magnifique chez la dame, et on était en train de se batailler pour 10 euros, quoi. Elle était en train de se battre avec moi parce que, voilà, non, vous trouvez 30 euros pour deux enfants, c'est beaucoup trop cher, 20 euros, est-ce que ça... Non, enfin, madame, c'est l'éducation de vos enfants. Vous avez un écran plat chez vous, vous avez un fauteuil en cuir, je sais pas, à 1002, vous avez même dû prendre sans doute un emprunt pour payer cela, et vous êtes incapable de mettre 30 euros pour le soutien scolaire de deux de vos enfants. 30 euros pour deux enfants, ça fait 15 euros de l'heure pour vos enfants. Oui, mais non, oui, ça coûte cher, vous comprenez, je ne gagne pas. Non, non. Lorsqu'on pense, il faut se donner les moyens dans la vie. Tout ce qui est gratuit ne vaut rien. Donc il faut se donner les moyens. Et les autres se donnent les moyens. Et donc oui, il faut se sacrifier. Je le dis comme je le pense, il faut se sacrifier. On ne brade pas l'éducation de ses enfants. Or, c'est ce que nous avons toujours la pensée. Il y a des gens qui mettent des fortunes dans leur voiture, dans leurs vêtements, dans des futilités. Et quand vous allez voir pour l'éducation de leurs propres enfants, les types, pour vous payer, il faut passer, il faut attendre, il faut courir derrière le type pour qu'il vous paye, quoi. Jamais un blanc ne m'a fait courir pour une facture. Jamais. Même les Arabes ne m'ont jamais fait courir pour une facture. Parce que l'éducation des enfants, c'est prioritaire. Les seuls, je le dis comme je le pense, par rapport à ma petite expérience. Prendre-t-il les conclusions qu'on veut, mais il faut se dire les choses en face, il faut se les dire. Les seuls qui m'ont toujours pris la tête pour me régler mes factures, les seuls qui m'ont toujours pris la tête pour essayer de négocier parce que, vous comprenez, c'est trop cher, nanana, c'est toujours nous, les nègres, toujours nous, les noirs. Parce qu'on se dit, non, on ne va pas quand même investir autant sur l'éducation de ses enfants, c'est du soutien scolaire, après tout, il y a telle association qui pourra le faire. Non. Or, les autres communautés pensent exactement le contraire. Vous avez des gens